Salut à tous et bienvenue sur Rockin' Care, la chaîne du rock aux petits soins. À travers cette chaîne, je vais vous proposer des vidéos autour des enjeux physiques et techniques du musicien sous un œil un petit peu différent. Ici, on va essayer de détricoter ensemble, à travers mes vidéos, tout un tas d'idées reçues, de mauvaises interprétations pour ce qui est du fonctionnement du corps humain, pour à la fois vous permettre de progresser plus efficacement dans votre jeu, mais aussi de vous éviter au maximum de vous blesser avec votre instrument. Aujourd'hui, on va continuer à parler de détente musculaire dans le jeu instrumental, et après avoir vu dans la première vidéo les problématiques de crispation liées à l'apprentissage dans les premières années d'un instrument, au passage, je vous remets le lien vers cette première vidéo, aujourd'hui on va aborder le deuxième point sur les trois que je vous avais proposés dans cette première vidéo, et ce point-là va intéresser dès à présent tous les musiciens de tout niveau. Ce deuxième point à propos de la détente musculaire qui concerne tous les musiciens, c'est simplement que le terme détente, cette recherche de la détente, le cerveau ne sait pas ce que ça veut dire. Rechercher ouvertement de la détente dans un geste instrumental de manière frontale, directe, sans éléments concrets à apporter à votre cerveau, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le cerveau ne sait pas vraiment ce que ça veut dire détendre un muscle. Et il est bien incapable de provoquer lui-même directement cette détente. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est si difficile d'apprendre à se détendre pour de nombreuses personnes. C'est aussi pour cela que certaines pratiques telles que le yoga, la sophrologie, le pilate ont fait surface, parce que ces méthodes permettent justement de trouver des contournements, des raccourcis cognitifs pour arriver à apprivoiser cette détente musculaire à partir d'exercices de respiration, de posture ou encore d'étirements musculaires. Ces différents exercices, comme je vous l'ai dit, vont provoquer de la détente d'une manière indirecte. Concrètement, c'est parce que le cerveau, sur sa console motrice, si je puis dire, n'a que des boutons pour contracter les muscles et aucun bouton, aucune commande pour décontracter les muscles. Concrètement, quand je veux contracter un muscle, le cerveau va appuyer sur son bouton « contracter ce muscle » et la décontraction va se faire quand le cerveau arrêtera d'appuyer sur ce bouton « contracter ». Quoi? Mais... On n'a pas de commande directe de la décontraction, c'est le relâchement du bouton « contracter le muscle » qui va générer cette détente musculaire. S'il y a bien un point à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. On a tout un tas de commandes de contraction musculaire, mais on n'a pas de commande de bouton disponible pour créer directement de la détente musculaire. Et concrètement, quand vous essayez de générer un peu de détente dans votre geste instrumental, votre cerveau, face à l'absence de commandes concrètes et directes pour générer cette détente, va essayer de vous répondre quelque chose qui s'en rapproche. Et ce sera toujours de l'ordre de la contraction musculaire. Il ne saura pas quoi vous répondre d'autre. Et c'est par ce système-là qu'apparaissent les crispations. Ok, je démissionne. Ce problème de détente va être accentué par plusieurs facteurs. D'abord dans l'immédiat, autour de deux aspects, neuronal et musculaire. Quand on répète depuis de longues minutes, voire même des heures, le même schéma, le même riff, le même exercice, vous avez déjà dû remarquer à quel point ça peut devenir difficile d'exécuter ce geste alors qu'on le fait depuis déjà longtemps. Je vous l'ai dit, ça a une origine à la fois neuronale et musculaire. Neuronale, comme on l'a vu dans la première vidéo, parce que votre cerveau a besoin de s'aérer, a besoin de temps de pause pour être mieux concentré une fois qu'il faut reprendre l'exercice. Et puis secondairement, parce que vos muscles sont comme tout plein de petites usines. Quand vous contractez un muscle de manière répétitive, ce travail va générer des déchets, va générer des parasites dans les muscles qu'il va falloir nettoyer comme une usine après une journée de travail. Et plus on va répéter ce travail musculaire, plus les déchets vont s'accumuler dans ce muscle. Plus les déchets sont nombreux, et plus la contraction est difficile et demande de l'énergie pour être générée. D'où la nécessité de pause et de temps de récupération pour éviter
les crispations. Et à plus long terme, ce problème de détente va être accentué également par ce que l'on va appeler de la rétraction musculaire. Un muscle, plus vous allez l'utiliser, et plus il va avoir envie de se raccourcir, de se rétracter. Parce que pour un muscle, la position la plus confortable, c'est d'être le plus court possible. Plus vous allez l'utiliser, et plus il va installer sa domination sur les autres muscles que vous utilisez moins, et plus il va pouvoir se permettre de se rétracter. La rétraction de ces muscles sursollicités va très vite générer de la crispation, parce que le cerveau, cherchant de la détente, va être contrecarré dans son action par cette rétraction musculaire. Alors concrètement, comment peut-on aller chercher un petit peu de détente musculaire lorsque l'on sait, comme je vous l'ai expliqué, que nous n'avons pas de commande directe au niveau du cerveau pour générer cette détente? J'ai 2 pistes à vous proposer pour favoriser un petit peu de détente gestuelle dans votre travail à l'instrument, qui donnera une teinte un petit peu différente, un peu plus expressive, un peu plus émotive à votre son. La première, elle nous vient d'une notion, les muscles agonistes, antagonistes. Au niveau musculaire, on dispose d'un système réflexe qui fait que certains couples de muscles sont interconnectés et travaillent forcément ensemble. Justement, ils vont travailler ensemble ou l'un contre l'autre. C'est-à-dire que quand l'un se contracte, l'autre est obligé de se décontracter. Et on va utiliser ce système réflexe pour provoquer indirectement une certaine détente musculaire dans son geste. On va parler du couple musculaire biceps-triceps. Vous avez d'un côté un muscle, le biceps, qui a pour fonction, entre autres, de plier mon coude. Et de l'autre côté, vous avez le triceps, dont la fonction est de tendre le coude. Mais en fait, ces muscles-là, comme je vous l'ai dit précédemment, vont travailler véritablement en couple. Ils sont interconnectés. Et à la fois, heureusement. Pourquoi ? Parce que, imaginons que mon biceps plie mon coude sans aucune intervention de son antagoniste, le triceps. Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il se passerait ceci. En fait, mon biceps, lui, n'a la capacité que de se contracter, créer de la flexion du coude. Ah, pauvre vieux, qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, je suis en train de me casser la gueule, ça... J'ai néanmoins besoin de mon triceps pour freiner mon geste, pour contrôler mon geste en fonction de l'amplitude et de la vitesse d'exécution que je recherche. S'il n'y a que mon biceps qui travaille, la flexion de coude est maximale. Point. Comme vous l'avez vu dans cet exemple, les muscles sont donc interconnectés. On appelle ça la notion de muscle agoniste, antagoniste. Agoniste quand les muscles font le même travail, antagoniste quand ils font un travail opposé qui permet d'avoir un mouvement précis. Un autre exemple qui peut peut-être vous parler, le cerf-volant. Quand je fais voler un cerf-volant, avec mes 2 cordelettes pour le diriger, eh bien on est exactement dans le même schéma que pour le biceps et le triceps. Pour tourner, si vous tirez sur une main, le cerf-volant tourne dans ce sens-là. Pour redresser, tirez sur l'autre main. Écartez vos pieds l'un derrière l'autre. Si je tire d'un côté, mon cerf-volant va s'incliner du côté où je crée la tension, mais si je lâche complètement l'autre côté, le cerf-volant va s'effondrer. Je serai constamment dans une recherche d'équilibre entre mes 2 ficelles pour pouvoir garder une certaine stabilité de mon cerveau. Plus concrètement, prenons l'exemple du mouvement d'aller-retour de la main droite du guitariste. Cette notion-là peut être très intéressante parce qu'elle va détourner votre attention du muscle effecteur du geste. Si je reprends mon histoire de mouvement d'aller-retour à la guitare, main droite, quand je vais être sur mon mouvement d'aller, si je pense plutôt à la position de mon poignet, la position de mon avant-bras, et pas du tout à cette extension de coude, je vais mettre en action ce couple agoniste-antagoniste, biceps-triceps, sans créer de crispation
en focalisant le cerveau sur une seule zone. Deuxième piste pour favoriser cette détente, on va appeler ça le mouvement pendulaire. En d'autres mots, c'est une façon de se laisser porter par l'inertie du mouvement que vous avez créé. Pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre l'exemple notamment de la natation ou du 100 mètres, du sprint au 100 mètres. Les meilleurs nageurs et les meilleurs coureurs ne sont pas ceux qui sont les plus musclés, les plus toniques, les plus explosifs. La clé dans ces pratiques, c'est d'être capable de se laisser porter par le mouvement que vous avez généré. Un nageur ira beaucoup plus vite si après son mouvement de crawl, il se laisse glisser un certain temps au travers de ce mouvement qu'il a créé. Également, ce qui fait d'Usain Bolt un grand coureur de 100 mètres, c'est sa capacité à flotter dans les airs un tout petit peu plus longtemps que les autres. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a créé sa foulée, une fois qu'il a les deux pieds décollés du sol, il a cette capacité à utiliser l'inertie de son mouvement pour se laisser porter sans effort supplémentaire en augmentant toujours son accélération dans la course. Si je reprends mon exemple de l'aller-retour à la main droite, on est exactement sur le même principe. Ce qu'il faut garder en mémoire avec cet exemple-là, c'est que les notions de vitesse et de précision ne viendront jamais vraiment de votre contrôle musculaire, mais plutôt de votre lâcher-prise. Les plus grands musiciens, les plus rapides, les plus techniques, ont systématiquement cette capacité à laisser faire le geste et à le contrôler seulement à des moments clés. Voilà les deux éléments qui, quel que soit votre niveau, peuvent vous permettre d'améliorer votre geste, de lui apporter plus de maîtrise et à la fois plus de finesse, plus d'expressivité également. Je vous ai apporté des notions assez théoriques, assez difficiles à ressentir, assez difficiles à appliquer, et je vous invite à persévérer dans la recherche de ces mouvements autour des muscles agonistes-antagonistes et ce mouvement pendulaire. Typiquement, par expérience, je sais que ces choses-là se comprennent corporellement parlant, en insistant. Et le déclic se fera de manière certaine. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire dans cette vidéo par un simple déclic. Dans la troisième et dernière vidéo dédiée à la détente dans le geste, on parlera alors de notions de stress, de trac, de tension liée à l'enjeu et à la peur de la fausse note. À ce moment-là, on abordera des notions très intéressantes d'un point de vue physique, mais aussi psychologique. À bientôt! Cette vidéo vous a plu? Le concept de la chaîne aussi? Vous avez peut-être envie d'en savoir un petit peu plus, notamment sur les exercices que j'évoque succinctement dans cette vidéo? Eh bien c'est possible sur ma page Patreon ou ma page Tipeee, sur lesquelles je propose à mes contributeurs, à différents niveaux, des vidéos exclusives, notamment sur les exercices du jour, mais aussi des lives questions-réponses ou sur des thématiques que vous choisirez par un vote mensuel, a priori. Vous retrouverez également sur cette chaîne YouTube tous les mois au moins une vidéo en partenariat avec Guitare Extrême. N'hésitez donc pas à vous abonner. Merci et à bientôt.